Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On va regarder une vidéo du Précepteur, le Précepteur qui est sûrement l'une des plus grosses chaînes philo de YouTube. Avant qu'on parle de cette vidéo, je vais déjà parler du Précepteur et de l'avis que j'ai sur le Précepteur. J'ai pas un avis très précis sur lui. Pour moi, c'est déjà politiquement, c'est confus et même de droite voire d'extrême droite. Mais je dirais confus. Voilà. Mais surtout par les fréquentations qu'il a, c'est un droitard. Ouais, c'est Lord Thibault, mais un peu plus à droite. Hein. Il allait sur certaines chaînes, je suis en mode « Ah, c'est chelou tes fréquentations. » Par contre, sur son travail de vulgarisation de la philosophie, moi, je peux comprendre l'intérêt de ouf. Je trouve que vous le vouliez ou non, bah, ça peut être une bonne porte d'entrée sur certains courants philosophiques. Moi, je sais que j'ai déjà écouté il y a 5-6 ans, parce que ça commence à dater maintenant, le Précepteur. Hein. Ça fait un moment maintenant qu'il est sur YouTube. Et ben, il y a des 2-3 vidéos que j'ai écoutées parce que flemme d'aller lire ce philosophe. J'ai un résumé de cette philosophie. Alors, je sais très bien que ce n'est pas niveau qualité d'un grand philosophe, mais je trouve que c'est de la vulgarisation plutôt honnête, plutôt sympathique, plutôt accessible. Voilà, vraiment, ça, c'est mon avis du Précepteur. Je trouve que c'est une bonne porte d'entrée pour certains à la philo et qu'il a aidé beaucoup de gens à s'intéresser plus largement à la philo. Donc, voilà, c'est un peu mon avis sur ça. Je dirais que c'est un très bon prof de philo. Voilà. Comme Soral, quoi. Non, parce que Soral, c'était vraiment des propos politiques. C'était vraiment sa propagande politique. Alors, bien sûr, il y a une lecture biaisée du Précepteur de certains philosophes. Reste que l'essentiel du contenu, quand il fait sur une philosophie ou sur un philosophe, c'est d'essayer de résumer, de vulgariser la pensée de ce philosophe. Alors, avec, comme tout le monde, un certain biais de lecture, mais il y a quand même la tentative d'avoir une honnêteté intellectuelle sur la manière de retranscrire la pensée de tel philosophe. Après, il a fait des vidéos que je trouve catastrophiques sur le wokisme, dès qu'il va un peu sur le champ politique, je le trouve catastrophique. Mais voilà, moi, c'était l'avis que j'ai en général sur le Précepteur. Son travail politique, moi, je trouve que c'est un droitard et je n'aime pas du tout. Le travail de vulgarisation philosophique, surtout que je ne vais pas aller sur le terrain de la philo parce que je suis moins bon, j'ai moins de connaissances que lui sur tout un pan de la philosophie que lui étudié. Et du peu que je connais, j'ai quand même l'impression que c'est une vulgarisation plutôt sympathique et je comprends l'attrait de beaucoup de gens pour son travail et ça ne me choque pas et je pense que ça a aidé pas mal de gens. Voilà. Mais là, on va regarder une vidéo qui se titre 5 phrases intelligentes, pas si intelligentes que ça. C'est le titre de la vidéo, mais aussi pourquoi elle m'a attiré. Parce qu'il y a ça demi-habile et notamment dans ces phrases, il y a « La liberté n'existe pas, personne ne pense par lui-même, on agit toujours par égoïsme et tout est politique » et j'ai quand même l'impression qu'il a choisi des phrases quand même de gauche, enfin que des militants de gauche diraient. Tu vois, voilà, tout est politique, la liberté n'existe pas. J'ai quand même l'impression que c'est plus à gauche qu'on va dire ça et que sans trop le dire, il a quand même envie de contredire. Après, peut-être que je me trompe et que je surinterprète ses intentions, mais j'avais quand même cette impression-là de se dire « Ah, je vais me faire les gauchistes sur leurs phrases un peu nulles ». Et moi, il y a des phrases que j'aime pas, par exemple, tout est politique, mais je suis curieux de voir ce qu'il en dit et de voir si moi, je peux avoir des critiques sur la manière dont il conçoit ses phrases, parce que moi, j'ai aussi des critiques sur tout est politique, quoi. Elle fait quoi, Lulu? Lulu? Au pied, Lulu. Elle obéit bien, hein. Elle obéit bien. Au pied, Lulu. Lulu, au pied. Lulu, au pied. Lulu, au pied. Lulu, au pied. Lulu, Lulu, viens au pied. Au pied, Lulu. Allez, viens, s'il te plaît, bouge pas là. Viens, Lulu. Fais quelque chose, bouge, agis. S'il te plaît, mouve-toi dans le réel, là. Oh, mon bébou. Ah, est-ce qu'elle est pas... Ah. Ah, mon Dieu. Ah, attendez, je saigne vraiment. Ah. Elle m'a bien... Ah ouais. En plus, j'ai un gros nez, donc... Il faut pas mettre du désinfectant? On n'a pas de désinfectant? Mais il marche pas, ton pansement? Il n'y a pas de désinfectant, c'est-à-dire que là, je vais avoir la rage, là. Il y a une trousse de pharmacie, il n'y a pas de désinfectant. Le Précepteur! C'est vrai que le Précepteur, les gens, ça fait quand même partie des youtubeurs qui, in fine, durent, quoi. Moi, quand j'avais, il y a 10 ans, il était déjà là sur YouTube. Il y a 10 ans, c'est quand même
il fait sur le temps long. Alors, je dirais pas un ex-soralien. J'ai quand même l'impression qu'il est pas très, qu'il l'a pas totalement rompu avec certaines idées de Soral, mais peut-être que je me trompe. Après, j'ai pas énormément suivi politiquement le précepteur, hein, je tiens à vous dire, hein. Quand tu avais 10 ans, non, il y a 10 ans, je veux dire. Il y a 10 ans, il était déjà là, quoi. On est d'accord, politiquement, c'est chelou. Ouais, je l'ai dit au départ. Politiquement, je suis pas fan. Antoine Goyal avait terminé de mémoire, et de mémoire, c'était sa vidéo sur le wokisme. Et sa vidéo sur le wokisme, elle est catastrophique. Et il y a plus de sang sur mon pansement. Je sais pas si vous voyez. Elle m'a bien ouvert, hein, la petite chaîne. C'est pas une insulte, c'est vraiment une petite chaîne. Toujours pas cancel, c'est étonnant. Bah, je veux dire, il est pas cancel, mais il est pas écouté par les gauchistes, hein. C'est un public soit de normies, soit de confus qui écoute le précepteur, mais il est pas partagé par. Il est soft cancel, c'est-à-dire que les gauchistes en font pas une référence et ne renvoient pas à sa vidéo, hein. Des idées un peu convenues et qui pourtant se voulaient originales et que j'ai fini par regrouper dans une catégorie spéciale, à savoir les grandes phrases toutes faites. Et comme par hasard, les grandes phrases toutes faites qu'il a choisies, c'est un total hasard. Ce sont des grandes phrases toutes faites dites par des militants de gauche. Parce que tu sais, tu pourrais dire, je sais pas, tu pourrais faire les grandes phrases toutes faites, la France est éternelle. Toi, des trucs comme ça, non, non, non. Là, ça va être des phrases qui ont plutôt qui sont plutôt utilisées à gauche. Mais c'est le hasard. Eh bien, fort de mon expérience de plus de 20 ans en philosophie, la conclusion à laquelle je suis parvenu, c'est que ces phrases prétendument intelligentes ne sont en réalité qu'à moitié intelligentes. À moitié intelligentes au sens où elles partent d'une idée qui n'est pas fausse, mais sans aller jusqu'au bout du raisonnement. Ben, on va voir. On va voir à quel point il analyse le bout du raisonnement, et ce serait intéressant de voir qu'est-ce que lui, il entend par ces phrases, quel sens il lui donne et quels sont les contre-arguments qui l'opposent. Car lui est plus intelligent. C'est un philosophe depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'il dit de la philosophie quand même. C'est pas rien, hein. Oui, bon, après, voilà, on va le voir, mais là, il dit ils vont pas dans la profondeur, dans la nuance. Je pense pas qu'il y a des gens qui se limitent à dire la liberté n'existe pas. Je pense qu'il y a des réflexions derrière. C'est sûr que si tu fais croire que les gens se limitent à dire la liberté n'existe pas et allez, ciao, bonsoir, effectivement, mais je veux dire, c'est pas la majorité des gens qui font ça, quoi. Il se trouve que ces grandes phrases toutes faites, c'est ce que Blaise Pascal appelait, ironiquement, les phrases de demi-habile. Le demi-habile, ou le demi-savant, c'est celui qui passe pour intelligent auprès des gens impressionnables, puisqu'au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Après, il y a des gens qui le traitent, lui, de demi-habile, hein, ou de cuistre, hein. On est toujours le demi-habile de quelqu'un d'autre, hein, j'ai envie de dire. Alors mon but ne sera pas de vous faire changer d'avis. Si vous adhérez à ces grandes phrases toutes faites, libre à vous, je ne me battrai pas pour vous convaincre. Ce que j'aimerais faire, c'est plutôt vous montrer les limites de ces grandes phrases toutes faites, et montrer par la même occasion qu'en matière de philosophie, les réponses péremptoires, les réponses catégoriques et définitives, sont rarement les plus intelligentes. Personne ne s'arrête à ces 5 phrases et c'est tout. Même le tout est politique que je n'aime pas du tout, il ne se contente pas de dire tout est politique. Il y a aussi des phrases choc pour ensuite amener une discussion. Toi, la liberté n'existe pas. Quand il y a quelqu'un qui te dit que nous, à gauche, on dit que la liberté n'existe pas, c'est notamment pour avoir un contre-discours sur les gens qui n'arrêtent pas de parler de liberté, les libéraux et tout, qui nous font croire qu'on est tous libres. Non, personne dit juste la liberté n'existe pas et puis ciao. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite par la première grande phrase toute faite. Penser par soi-même, ça ne veut rien dire. Ce qui me semble juste, oui. Penser par soi-même, ça ne veut rien dire, oui. Alors ça, c'est quelque chose qu'on entend très souvent, le fait que penser par soi-même, ça ne voudrait rien dire. Et le raisonnement qu'il y a derrière, c'est de dire que les idées qu'il y a dans notre tête, elles ne viennent pas de nous-mêmes. Elles viennent de nos lectures, elles viennent de nos discussions, de nos expériences. Bref, on ne pense jamais par soi-même parce qu'on pense toujours à partir des autres, parce qu'on pense toujours à partir de ce qui nous a précédés ou de ce qui nous entoure. Ce qui me pense juste, c'est l'idée que tu es le plus le fruit de ton temps que de ton père, quoi. Tu es le fruit de ton époque et tu penses d'une certaine manière. Moi, je suis curieux de voir ce qui va opposer à ça parce que ça me paraît totalement juste de l'idée que tout viendrait de nous-mêmes, par nous-mêmes. Non. Mais même au-delà de la pensée, même tes goûts sont prédéterminés. Si tu aimes le chocolat, il y a des conditions sociales qui font que tu aimes le chocolat. Tu peux voir qu'il y a des goûts selon les classes sociales. Être très honnête avec vous, je suis totalement d'accord avec ça. Ah, il est totalement d'accord. Bon, ça va, ça commence bien. Totalement d'accord avec le fait que nos idées, elles ne viennent pas de nous, du simple fait qu'on ne fabrique pas nos idées. C'est un prof de terminale, on est un peu trop vieux, même vous les jeunes. C'est vrai que pour moi, c'est un peu de la philosophie. Je dirais pas de terminale parce que ce serait méprisant. Il a travaillé des philosophes qui sont très ardus à lire.
Je dirais prof de LV1, LV2, philosophie, tu vois. Après, je trouve qu'il n'est pas allé sur la. Moi, ce qui me manque dans le précepteur, c'est que sur la philosophie marxiste. Oui, oui, Alix. Non, mais j'essaye de pas être trop méchant, Alix. Mais il n'est pas du tout allé sur la philosophie marxiste, à part sur Marx grossièrement. Mais il n'est pas allé sur tout ce pan-là de la philosophie, hein. Mais et pour moi, il allait vraiment sur les classiques, quoi. Kant, Socrate. Je crois qu'il a fait. Je me demande pourquoi. Bah, parce que c'est un libéral, quoi. C'est un droitard, quoi. Mais oui, il a fait les grosses têtes de philosophie que tu apprends à l'école. Nietzsche, il a dû faire Nietzsche. C'est obligé qu'il a dû faire Nietzsche. Michéa, ah mais oui, c'est un Mich. Mais oui. Mais oui, je pense qu'il ce qui le définit le plus, c'est Michéa. Comme si en plus, Michéa, ça mérite. Je veux dire, tous les philosophies de gauche, marxistes et tout, tu fais sur Michéa, 2 vidéos. Ah, gros, t'es très très confus, quoi. Dire ça, ça veut simplement dire qu'on ne peut pas penser à partir de rien. Penser par soi-même, ce n'est pas penser à partir de rien. De la même façon que quand vous cuisinez un plat par vous-même, ça ne veut pas dire que vous fabriquez les aliments, ça ne veut pas dire que vous créez la matière première de votre repas. Eh bien, c'est exactement la même chose pour la pensée. Penser par soi-même, ça ne veut pas dire fabriquer ses idées. Penser par soi-même, ça veut dire ne pas adopter la pensée des autres, ne pas se faire servir sa pensée. Mais comment t'en es sûr que tu n'adoptes pas la pensée des autres? Là, quand tu nous dis, hey, pensez par vous-même, n'adoptez pas la pensée des autres, et si je te dis, ah d'accord, je vais faire ça, donc j'étais aussi, c'est toi qui m'as amené à faire ça. Même penser par moi-même, je ne l'ai pas pensé par moi-même. Tu vois, c'est un peu. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens dont on peut dire qu'ils ne pensent pas par eux-mêmes parce que, face à une question, ils vont dégainer la réponse qu'ils ont entendue quelque part, qu'ils ont entendue chez tel intellectuel, chez tel philosophe ou dans telle émission culturelle. Ah d'accord, parce que lui, il est en mode, ok, lui, il résume le fait de ne pas penser par soi-même par l'idée qu'il y a des gens, c'est trop des perroquets, et en fait, ils répètent ce qu'ils ont lu. Mais pour moi, l'idée de ne pas penser par soi-même, c'est l'idée que presque trop déterministe, en mode, mais tu es le fruit de ton époque, les pensées et les idées que tu as sont fruits de ton environnement social. Tu penses ça parce que tu vas être un ouvrier, tu penses ça parce que tu es une femme, tu penses ça parce que. Et c'est pas dégradant, c'est juste que tu as des conditions sociales qui vont t'amener tendanciellement à penser ça ou ça, quoi. Et après, ton environnement va enrichir ta pensée, mais même ton environnement, même les groupes que tu vas fréquenter vont t'amener à petit à petit à changer ta pensée. Mais donc, on en revient au truc de tu ne penses pas seulement par toi-même, comme si tu étais un individu abstrait et comme si même tu étais sûr totalement de ta pensée, qu'elle était pure. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des réflexions que je me fais avec les gens. La philosophie de comptoir, avec tout le respect. Ben oui, non, mais après, là, les gens, on va faire de la philosophie de comptoir ici. Mais moi, je trouve que avoir comme opposition à penser par soi-même l'idée que c'est seulement non, mais il ne faut pas répéter ce que disent les autres philosophes, mais plutôt, moi, je trouve qu'il faut plutôt s'interroger sur qu'est-ce qui fait qu'on pense comme ça. C'est pas juste qu'on a été intelligent, c'est pas juste qu'on allait lire. Je veux dire, même aller lire tel philosophe. Qu'est-ce qui t'a amené à aller lire tel philosophe? Tu étais conditionné à penser de telle manière. Pour penser par soi-même, il faut éloigner le surmoi. Je suis d'accord. Bref, ils ne vont pas s'approprier les idées qu'ils entendent, ils vont se contenter de les réciter. Et ça porte un nom, la passivité intellectuelle. Oui, bon, on n'a pas la même truc de penser par soi-même, ça ne veut rien dire, quoi. Nous, on s'intéresse aux conditions matérielles qui font que tu penses par toi-même. Et là encore, pour moi, penser par soi-même, ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire que, au final, tu es totalement déterminé, mais notamment pour pouvoir être libre, entre guillemets, ou relativement libre et penser au maximum par toi-même, tu dois être conscient de tes déterminations. C'est tout. Bien sûr, quelqu'un qui fait que répéter ce que l'autre a dit ou qui récite, je sais pas, qui récite tel philosophe comme si c'était la Sainte Écriture, effectivement, il ne pense pas par soi-même. Mais c'est pas ça ce qui est pointé du doigt, les questionnements qui sont soulevés par la phrase on ne pense pas par soi-même. C'est une réflexion sur les conditions qui font qu'on a telle pensée. Et comme j'ai dit, c'est pas seulement avoir telle pensée, c'est aussi avoir tel goût. Écouter tel style de musique. Regarder tel type de film. Ou ne pas regarder de film. Croire ou ne pas croire. Un athée. L'athée va dire « Ah, je pense par moi-même, c'est seulement par ma propre réflexion que je suis devenu athée. » Alors que les religieux, eux, on leur a entré des idées dans la tête. Il y a eu une propagande religieuse qui ont fait qu'ils sont devenus religieux. Sauf que l'athée aussi, il n'est pas devenu athée par lui-même. Il y a aussi une société de plus en plus athée. On voit que les athées grandissent aussi dans des environnements athées qui partagent leur athéisme. C'est pas pour rien que beaucoup de parents d'athées, leurs enfants sont aussi athées. Est-ce que l'enfant d'athée, il pense par soi-même?
Tu vois, bah, l'athéisme, il a été aussi diffusé par son environnement social. Donc, c'est les questions qui se posent là-dedans. Mais voilà, moi, je veux dire, il y a même dans l'athéisme qui se présente comme la libre pensée absolue, hors de toute détermination, bah non, tu es aussi déterminé à être athée. Mais c'est pas parce que, et encore une fois, les gens, ça veut pas dire que c'est déterminé, tout ce que tu fais est déterminé par ton environnement, que ça veut dire que ça n'a plus de valeur. Juste, prends en compte le fait que tu es situé dans une époque, tu es situé dans un lieu, tu es situé dans un temps, tu es situé dans un certain modèle économique, tu es situé dans une certaine structure familiale, tu es situé dans un certain milieu culturel, tu es situé, voilà, tu es situé quelque part et cette situation va forcément déterminer ta manière de penser. Ça ne veut pas dire nier totalement l'individu. Moi, je pense qu'il y a quand même une part de liberté de l'individu pour assimiler, pour aller rechercher d'autres idées et tout, mais ça reste, on a une relative liberté, quoi. Elle est déterminée par les conditions socio-économiques dans lesquelles on vit. C'est pas Spinoza qui dit qu'il est à partir d'un moment où tu as conscience de tes déterminismes et tu peux agir vraiment. Je ne sais pas si Spinoza le dit, mais c'est Bourdieu qui le dit. Bourdieu, parce qu'on l'a souvent accusé d'être déterministe, mais je pense que ça vient d'abord de Spinoza. Mais comme je ne suis pas un grand lecteur de Spinoza, je ne vais pas vous affirmer que c'est Spinoza. Bourdieu dit que qu'on l'a souvent accusé d'être déterministe, il dit mais pour dépasser ce déterminisme, il faut connaître ce qui nous détermine. Penser par soi-même, ça veut dire ne pas plaquer sa pensée sur celle de ses idoles. Vraiment, pour moi, c'est la lecture la plus caricaturale de penser par soi-même. Bah oui, tout le monde est d'accord avec l'idée qu'il ne faut pas faire le perroquet des gens que tu admires. Oui, évidemment. Évidemment. Oui, il faut que tu t'appropries les idées. Oui, oui, bon. Ok. Tout le monde n'est pas d'accord. Wissam, loin de. Mais attendez, même les gens qui répètent les idées de leurs idoles vont pas dire ah je ne fais que répéter. Ils vont pas dire qu'ils sont des perroquets. L'idée de ah il faut pas seulement copier-coller ce que dit ton idole, les gens vont dire ah oui c'est vrai mais c'est pas ce que je fais. Le mimétisme de la pensée, c'est ce phénomène par lequel on répète ce que dit notre maître à penser parce qu'on l'a identifié comme quelqu'un d'intelligent et qu'on aime se dire qu'on est d'accord avec quelqu'un d'intelligent. D'ailleurs, vous remarquerez que quand on dit de quelqu'un qu'on le trouve intelligent, ce qu'on veut dire en réalité, c'est qu'on est d'accord avec lui. Bon, après, je peux être pas d'accord avec des gens que je trouve intelligents. Moi, je trouve qu'il y a des droitards qui sont très intelligents. Alors, il y en a de moins en moins. On va le dire, il y a de moins en moins. Mais il y a des ennemis que je respecte. Hein. Tu prends l'exemple le plus classique d'un philosophe de droite que je trouve extrêmement intelligent. Raymond Aron était extrêmement intelligent. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit, quoi. Pense de l'autre à la conformité de sa pensée à la nôtre. C'est intéressant. C'est intéressant. Ça, c'est intéressant. C'est vrai que c'est intéressant. Parce que ça veut dire, en réalité, penser contre soi-même. Penser contre soi-même, c'est-à-dire penser contre ce qu'on voudrait croire. Penser malgré ce qu'on voudrait croire. D'où découvrir nos déterminismes. D'où la phrase on ne pense pas par soi-même qui amène cette réflexion sur qu'est-ce qui fait que je pense ça. Comment ça se fait que je pense ça. Donc oui, la phrase est utile. Mais je suis pas. Pour l'instant, je suis pas emballé. Hein. Je suis en mode oui, bon. Ouais, il y a quelqu'un qui a dit Wissam a le nez cassé à cause de la tier list de Wady. Venez, on propage la rumeur que je me suis battu avec un gars de 2 mètres et tout. Il m'a juste pété le nez, mais je lui ai cassé la mâchoire. On peut partager cette idée? On peut partager cette rumeur? Voilà, donc ça sera la théorie. Et que, en fait, non, les gens, c'est Lulu qui m'a mordu. En voulant me lécher, elle m'a mordu. Et voilà, quoi. J'ai du sang sur le nez. Un tel se réclame de Spinoza, de Marx, comme on se réclame d'un livre saint, comme on se réclame d'un dogme religieux. Je crois dans la résurrection du Christ parce que c'est écrit dans la Bible. Je crois dans la volonté de puissance ou dans la lutte des classes parce que c'est mon philosophe qui l'a dit. Oui, bon, attends. Des marxistes qui se limitent à dire « je crois à la lutte des classes parce que Marx l'a dit », c'est que tu as mal lu Marx. Tu peux pas avoir comme argument « je crois à la lutte des classes parce que Marx l'a dit » parce que c'est anti-marxiste. Faut quand même pas abuser là. Faut quand même dire que c'est contraire à toute la dialectique marxiste. Je comprends pas les marxistes Twitter. Mais les marxistes Twitter ne se limitent pas à dire je crois à la lutte des classes parce que Marx l'a dit. Parce que la philosophie de Marx, c'est de montrer aussi matériellement avec la méthode scientifique, parce qu'il y avait l'idée de prouver que le marxisme est une science, de prouver l'existence de cette lutte des classes par les faits économiques. Donc aucun marxiste va se limiter à dire la lutte des classes existe parce que Marx l'a dit, ça n'a pas de sens. Mais après, comme j'ai dit, j'ai pas l'impression qu'il a fait énormément de philosophie marxiste, le précepteur. Donc bon, franchement, et je dis ça en tant que marxiste moi-même, il y a plein de marxistes qui sont hyper mécanistes et littéraux à la limite de la théologie. Mais Alix, être hyper mécaniste, pour moi, c'est un autre niveau que dire seulement la lutte des classes existe parce que Marx l'a dit. C'est quand même, pour moi, il y a des gens qui n'ont pas réactualisé la méthode d'analyse depuis Marx.
réactualiser ce que soit le prolétariat, réactualiser la lecture du marché du travail, réactualiser la lecture de l'économie, et qui sont vraiment dans une mécanique de tel est bourgeois parce qu'il a ci, parce qu'il a ça. Mais ils ne se contentent pas de dire, puisque Marx l'a dit, ça existe. Tu vois? Je pense qu'ils sont dépassés dans leur analyse dialectique de la réalité aujourd'hui, parce qu'ils sont restés dans une lecture du passé, mais ça ne se limite pas à dire il l'a dit donc c'est vrai. Mais je vois ce que tu veux dire aussi, quoi. Penser par soi-même, c'est refuser le dogmatisme, c'est refuser la pensée mécanique. Ce qui est normalement le marxisme, hein, mais hein. Non, mais le précepteur, il est déjà anti-Hegel. Ah bon, il y a des gens qui ont dit avant qu'il était pro-Hegel. Et oui, il a fait une vidéo sur Schopenhauer aussi. On passe maintenant à la deuxième phrase toute faite, la liberté n'existe pas. Alors là, vous l'aurez compris, on va parler des spinozistes pur jus. Ah, mais oui, mais je veux dire, il est même pas. En fait, je regardais cette vidéo en me disant que ça va parler de marxiste et tout. Sauf que oui, non, il est encore sur ce. D'accord, il est sur d'autres manières d'analyser la liberté n'existe pas. Pour moi, cette phrase, par exemple, quand tu dis que la liberté n'existe pas, c'est un propos aussi politique pour contrer toute cette idéologie abstraite de la liberté, genre la liberté d'expression, la liberté d'entreprendre, la liberté d'agir, si tu veux, tu peux. Et ben face à ça, face à toute cette idéologie dominante libérale qui veut faire croire que l'individu est libre de faire ce qu'il veut dans la société actuelle, c'est faux. Tu n'as qu'à étudier les structures économiques, voir les processus, voir comment dire, notamment comme preuve que les classes se reproduisent, pour montrer que non, il n'y a pas vraiment de liberté de faire ce que tu veux. Ou alors, ça serait seulement la liberté des bourgeois. S'il y a bien une classe qui a une plus grande liberté, c'est celle des bourgeois. Mais la liberté en elle-même n'existe pas. Mais lui, je pense qu'on n'est pas sur les mêmes plans de discussion, en fait, je crois. Lui, il est vraiment dans une discussion interphilo et parfois un peu abstraite. Allez, l'abstraction de la liberté, est-ce que cette abstraction de la liberté existe? Alors que moi, j'ai plus un point de vue de matériellement dans la vie concrète, là, celle qu'on vit, avec tout le discours qui nous dit qu'on est libre de faire ce qu'on veut, qu'on est libre d'entreprendre et qu'on est libre de réussir si on le souhaite, est-ce que c'est vrai? Donc là, il est vraiment, ouais, je pense qu'il y a deux. On discute à côté, quoi. On n'est pas vraiment dans les mêmes prémices de la discussion. Les spinozistes pur jus sont des gens qui nous disent tout est déterminé, et donc, parce que tout est déterminé, la liberté n'existe pas. Le bon les philosophes de la liberté tiennent compte de la matérialité, c'est ce qui différencie des idéalistes. Oui, oui, mais c'est pour ça que j'allais sur ce champ-là de. Veut dire, prenons la liberté d'expression, on met toujours en avant la liberté d'expression, mais c'est une totale abstraction, comme ils en parlent dans la bourgeoisie, quand on parle de défendre la liberté d'expression de Charlie Hebdo, parce qu'on est pour la liberté d'expression. Les mêmes gens comme Enthoven qui disent qu'ils sont pour la liberté d'expression, au fond ne le sont pas. Ne le sont pas parce qu'en fait, ils vont défendre la liberté d'expression des gens qui vont dans leur sens, des gens qui répondent à leur intérêt et combattent la liberté d'expression des autres. Et même cette liberté d'expression, la question de la liberté d'expression est peut-être une mauvaise question. Plutôt que de penser, de savoir si on a vraiment la liberté d'expression, il faut plutôt, si on analyse marxiste, matérialiste, se dire qui a la capacité économique, matérielle, concrète de s'exprimer librement. Eh bien, on va voir que c'est les bourgeois. Pour les prolétaires, ça va être beaucoup plus difficile de s'exprimer librement et encore plus de s'exprimer librement à grande échelle. Qui a les moyens de s'exprimer, de propager ses idées à grande échelle? Par exemple, les musulmans l'ont pas. Je me rappelle pour Charlie Hebdo, il y avait des gens qui disaient « Mais les musulmans, si vous n'êtes pas contents, vous n'avez qu'à vous exprimer comme Charlie Hebdo. » Allez, que les musulmans puissent s'organiser, ouvrir un journal, le vendre à l'échelle nationale, profiter de la même exposition que Charlie Hebdo et en plus dire librement ce qu'ils ont envie de dire, matériellement, ça n'existera pas dans la société actuelle de la France. Parce que la société actuelle de la France est islamophobe et mettra des bâtons dans les roues de ces musulmans qui voudront user de cette liberté d'expression. Donc, toujours la question, c'est qui a les moyens d'exercer cette liberté? Qui est plus intéressante que la question de savoir est-ce que vraiment l'humain est libre. Moi, c'est des questions de philosophie abstraite, je m'en bats un peu les couilles, quoi. Oui, bon. Effectivement, je pense moi aussi que tout est déterminé. Je ne crois pas dans l'existence d'une volonté libre et détachée du monde. Mais sauf que, là encore, on confond deux choses. On confond la liberté au sens humain du terme avec la liberté au sens métaphysique du terme. Oui, bon, voilà, je m'en bats les couilles, oui, bon. Qu'est-ce que c'est la liberté au sens métaphysique? C'est le pouvoir d'échapper à la causalité, d'échapper au système de causalité. C'est-à-dire que dans notre monde physique, tout ce qui existe est le résultat d'un enchaînement de causes et d'effets. Vous savez, c'est l'image de la rangée de dominos, le domino qui tombe. Il nous a mis une illustration pour qu'on comprenne bien la rangée de dominos. Là, il s'est dit, ok, je parle de rangée de dominos, il faut que je mette une illustration de dominos pour que les gens comprennent quand je leur parle de la rangée de dominos.
Ce qui aurait été plus drôle, c'est qu'ils mettent vraiment des dominos qui tombent, quoi, parce qu'on est tellement con que. Attends, genre, tous les dominos, ils tombent. Là, si tu pousses un domino, la mécanique fait que tous les autres vont tomber petit à petit. Le monde physique est une rangée de dominos, nous sommes nous-mêmes une rangée de dominos, parce que qu'est-ce qui fait que nous sommes la personne que nous sommes? Eh bien, ce sont les déterminations extérieures. Ce sont nos parents, notre éducation, Notre environnement, notre classe sociale, notre classe raciale, notre classe de genre. Voilà, oui, oui, effectivement, oui. Oui, là, on est sur le b.a.-ba. notre génétique. Moi, je pourrais l'accepter, mais le problème, c'est parce que oui, effectivement, la génétique, que tu sois petit, que tu sois grand, que tu sois gros, que tu sois maigre, que tu sois plus. Oui, ça influe effectivement la vie de l'individu. Sauf que quand c'est un droitard, j'ai tellement un truc de dog whistle d'extrême droite, de hiérarchie, de trucs de génétique raciale. Je suis toujours en mode oula! Ah, j'ai toujours du mal. Mais peut-être que c'est pas du tout ce qu'il a voulu dire, hein. Lui, il parlait seulement de génétique individuelle. Voilà quoi. La génétique, oui, mais pas en soi. Ce sont des faits biosociaux. Exactement, exactement. Le fait que tu sois petit, en soi, ne devrait pas être un problème. Tu vois, le fait que tu sois gros, en soi, ne devrait pas être un problème. C'est que bah, la société n'est pas adaptée à toi. C'est que voilà, le fait que tu sois une femme ne devrait pas être un problème. Sauf que les phénomènes sociaux fait que bah, c'est un désavantage maintenant. Et donc à chaque fois que vous prenez une décision, à chaque fois que vous agissez et que vous faites un choix, eh bien d'une certaine manière, ce n'est pas vous qui agissez, ce n'est pas vous qui faites le choix, Ouais. ce sont vos déterminations. Oui, 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 oui. Et bien sûr, ça ne veut pas dire pour moi, il y a toujours une certaine liberté, quoi. Mais ta forme de liberté est déterminée, quoi. Donner raison à ceux qui disent que la liberté n'existe pas. Bien non, justement, je ne suis pas en train de leur donner raison, je suis en train de montrer que la liberté dont ils parlent, c'est une liberté impossible. C'est une liberté impossible puisque c'est une liberté qui voudrait s'extraire des lois de la causalité. Parce qu'évidemment, si vous définissez la liberté comme le pouvoir de s'extraire de la causalité, Après, moi, les gens, on est d'accord qu'à gauche, quand on parle de la liberté n'existe pas, c'est pas tous les trucs de causalité, de philosophie mon cul, c'est les trucs vraiment purement matériels, quoi. On parle de liberté on dit la liberté n'existe pas pour simplement s'opposer au discours libéral qui fait croire que chaque individu sur la planète, s'il veut devenir riche, a toute la liberté de le faire. Non, les conditions matérielles font que non, tous les individus ne sont pas libres de pouvoir faire ce qu'ils souhaitent, ne sont pas libres de. Je veux dire, chacun n'est pas libre de devenir un grand entrepreneur. Non, voilà, c'est tout. Là, tu es en train de surinterpréter en mode non, on est contre la liberté, on pense que la liberté métaphysique. Moi, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Et ça a été pour moi l'un des apports aussi de Marx. Et c'est là qu'on voit l'apport de Marx sur la philosophie, où il a souvent dit que il a dit que la philosophie, jusqu'à maintenant, essayait d'interpréter le monde. Et donc, on va dans des discours un peu abstraits, un peu abscons de la liberté métaphysique contre la liberté humaine. Est-ce qu'on peut échapper aux causalités? Presque une philosophie un peu bourgeoise qui s'intéresse au monde des idées abstraites. Et il y a la philosophie marxiste qui a pour but non d'interpréter le monde, mais de le changer, d'être vraiment dans le concret. Et donc, c'est à partir de là que tu as d'autres questionnements sur la liberté et de te dire, est-ce que vraiment les individus sont libres aujourd'hui? Eh ben non, il y a des mécanismes sociaux, il y a des mécanismes qui font qu'il y a des inégalités entre les classes vis-à-vis de ces prétendues libertés. Il t'est arrivé quoi à ton nez? Je me suis battu. Pas vrai le chat, je me suis battu. En fait, il y a un voleur, il est venu à la Savoie. Il voulait voler tout le monde. Il voulait agresser Moufette, Toby et tout. Tout le monde était effrayé et donc c'est moi, je me suis battu. Et ben, il m'a mis ça. Voilà, j'ai le nez un peu cassé. Mais lui, je vous dis pas, hein, on a dû appeler l'hôpital. C'est vrai, on a tout, oui. On a dû appeler l'hôpital, je vous raconte pas. C'est top à la bagarre. Ouais. au sens humain, la liberté, c'est le pouvoir de faire primer la raison sur la passion. D'accord. D'accord. Ok, ben je m'en bats les couilles. Vous êtes quelqu'un d'impulsif. À la moindre provocation, vous réagissez au quart de tour. Ah, mais c'est un peu nul, hein, on est d'accord, c'est un peu nul comme approche de la philosophie et toutes ces questions de la liberté. Ah, on va juste te dire, mais grâce à la réflexion et tout, tu seras maître de toi-même, de tes idées, de tes sentiments, et tu ne vas pas t'emporter. Tu vas réussir à contrôler tes émotions et tu seras libre. Oui. Oh. Non, mais je préfère être riche. Il n'aura qu'à vous provoquer, il n'aura qu'à vous donner une occasion de vous mettre en colère, et le tour est joué, il aura pris possession de votre liberté. Oh putain. Vous éprouvez énormément de compassion pour les autres. Quelqu'un qui veut vous manipuler
n'aura donc qu'à jouer sur votre corde sensible et il pourra vous faire exactement ce qu'il voudra. Donc il faut pas être trop sensible, c'est ça. Si tu es trop sensible et tu as trop d'empathie, notamment pour les autres et tout, et que tu fais que, notamment ton empathie, parce que quand tu es empathique envers quelqu'un, bah, tu vas agir un peu mieux envers cette personne, bah, ça c'est pas bien parce que ça veut dire que tu n'es pas libre. Être libre, c'est de n'avoir pas d'empathie. Être libre, c'est être froid, c'est tout analyser avec rationalité, avec la raison pure qui est indéterminée par tes sensations, par tes affects et tout. Non, tu es un robot. Il y a une situation qui arrive, tu arrives à l'analyser par A plus B et c'est bon, c'est ça qui est libre. Ok, bah c'est génial. Ouais, bah je préfère être pas libre si c'est pour devenir un cœur de pierre en fait. En vous culpabilisant, en vous faisant de la peine. Oui, mais alors, oui, mais là, tu parles de la sensibilité. Mais toi, tu as un ego surdimensionné et je peux t'avoir avec cet ego surdimensionné. Donc, toi non plus, tu n'es pas libre. Tu as aussi d'autres déterminations, d'autres affects, d'autres penchants qui font qu'on peut facilement te manipuler, toi. Toi, je pense il suffit un petit peu de te sucer la bite vite fait en mode ah, c'est incroyable ce que tu fais et tout. Et je pense qu'on peut faire beaucoup de choses de toi. Hein. Un animal obéit à son instinct. Si vous lui donnez à manger, il va manger sans se poser de questions. Ah, sauf si tu l'éduques bien. Et donc, si vous donnez à manger à un être humain, il a la possibilité de se demander pourquoi il me donne à manger. Est-ce que je devrais accepter ce qu'il me donne à manger? Oui, bon, bah, c'est vraiment des questions sur la liberté qui ne m'intéressent pas, quoi. On est au stade, vraiment, le monde des idées dans l'abstraction la plus totale, quoi. Je pensais que ça allait avoir une contradiction des analyses marxistes sur cette idée que la liberté n'existe pas pour interroger les conditions matérielles de la liberté et les inégalités de classe, mais non, en fait, non. Mais enfin, plein d'animaux se disent ça, c'est complètement con. Ah, et tu veux dire, il y a des animaux qui, avant de manger un truc, se disent, oula, oui, je pense qu'il y a des animaux. Il y a des rats qui ont fait. Il me semble que les rats, par exemple, ont petit à petit l'expérience. C'est-à-dire qu'ils ont mangé quelque chose, il y a un gars du groupe qui est mort, ils vont prendre des précautions avant de manger cette chose, non, il me semble. Il y a des trucs comme ça, où ils apprennent. Donc, ok. Pas Lulu, non, Lulu, non. Toutes ces questions que l'être humain est capable de se poser avant d'agir, et qui vont déterminer la manière dont il va agir ou ne pas agir, eh bien c'est ça la liberté. La liberté, c'est la possibilité de faire des choix en conscience, c'est la possibilité d'agir en connaissance de cause. Oui, mais c'est là où l'analyse marxiste est intéressante, c'est-à-dire que même là, genre la liberté, ce serait de pouvoir agir en conscience. Oui, mais donc tu bénéficies pas totalement de cette liberté. Moi, j'aimerais avoir la liberté d'être riche en conscience, sauf qu'il y a des structures qui vont m'empêcher de l'être, tu vois. Après, oui, je suis libre de vouloir l'être. Bref, oui, la liberté n'existe pas, oui. Mais après, je vous dis, on est sur deux pans de discussion totalement différents. On veut dire, moi, je suis le truc plus matériel, concret, et lui, il est dans le monde des idées, quoi. Après, et aussi, je tiens à préciser que je ne contredis pas ce qu'il dit sur les arguments spinozistes et ce que diraient les spinozistes, parce que je ne maîtrise pas assez Spinoza pour dire que là, il fait un homme de paille ou que c'est pas vraiment ce qu'a voulu dire Spinoza. Je m'avance pas sur ce terrain parce que je n'ai pas les capacités de le faire. Je ne maîtrise. Appelez Lordon si vous voulez faire ça. Appelez Lordon si vous voulez qu'il le contredise du point de vue de Spinoza. Oui, mais celui qui utilise sa raison est déterminé à utiliser sa raison. Il est tout aussi déterminé que celui qui n'utilise pas sa raison était déterminé à ne pas l'utiliser. Oui. Et donc, on parle de liberté humaine. On ne parle pas de liberté cosmique. Il y a quand même quelque chose d'insensé à partir d'une définition impossible de la liberté pour en arriver à la conclusion que la liberté n'existe pas. Oui, la liberté, c'est juste agir selon sa conscience. C'est ça sa définition de la liberté. De pouvoir faire les choix selon sa libre conscience sans être déterminé par l'extérieur et tout. Mais même ça, c'est bizarre, quoi. Mais bref. La liberté absolue existe. La question est de savoir, est-ce qu'on est plus ou moins libre? C'est un autre sujet, ça. C'est un autre sujet de savoir si on est plus ou moins libre. C'est une autre question qui se pose. Et là, on va vérifier qu'est-ce qui fait que des individus sont plus ou moins libres. Alors, une lecture libérale va insister sur la raison, sur l'éducation, sur la maîtrise des sentiments, des sensations, tu n'es pas emporté par ton empathie, par ta colère. Non, tu es un être rationnel. Et il y en a d'autres qui vont parler des structures sociales qui vont limiter ta liberté, quoi. Mais voilà, c'est deux angles de lecture sur la liberté. Le problème de ceux qui affirment sur un ton péremptoire « la liberté n'existe pas, tout est déterminé », c'est que ça les conduit à mettre toutes les situations et tous les comportements exactement au même niveau. Cette personne a été droguée et abusée par une autre, on lui a fait subir des choses qu'elle ne voulait pas subir. Oui, mais bon, le libre arbitre, ça n'existe pas. Telle personne est sous l'emprise d'un gourou, sous l'emprise d'un mari, sous l'emprise d'un patron. Elle renonce à toute forme de liberté à cause de cette emprise. Oui, mais bon, vous savez, le libre arbitre,
Ça n'existe pas. Ouais, non, mais je pense, je pense pas qu'il y a des spinozistes qui vont aller jusque-là. Genre, est-ce que c'est là, on n'est pas dans l'homme de paille total. Il y a vraiment des spinozistes. Moi, je pose la question, peut-être que ça existe, hein, le précepteur. Il y a vraiment des spinozistes qui ont dit ah non, mais quelqu'un qui se fait droguer et violer, c'est pas très grave. De toute façon, la liberté n'existe pas. Tout est déterminé. Je veux dire, non, je l'imagine pas, quoi. Ça n'a rien à voir. Pas de problème avec la manipulation mentale, puisque le libre arbitre n'existe pas. Pas d'altération possible du libre arbitre, puisque le libre arbitre n'existe pas. Au shot l'arbitre. Au shot l'arbitre. C'est ça la conséquence des grandes phrases toutes faites. Mais qui dit ça? Qui dit ça? Qui? Dire la conséquence. Où est-ce? Parce que là, il dit c'est ça la conséquence de ces phrases toutes faites. Ok. Donc la conséquence, c'est-à-dire que matériellement, ça a donné ça. Quel exemple? Quel exemple de spinoziste a donné comme idée que la manipulation, c'est pas grave, le viol, c'est pas grave, le droguer des gens, c'est pas grave, parce que de toute façon, il n'y a pas de liberté, on est déterminé. Qui? Parce que tu nous parles de conséquences, oui, mais voilà, montre-nous. Montre-nous un exemple de cette conséquence concrète, pas tes exemples. Liberté existe en tant que pouvoir relatif de prendre des décisions éclairées. Ouais, mais ça aussi, c'est quoi une décision éclairée? Ça, je veux dire, toi-même, tu penses avoir des décisions éclairées. Est-ce qu'elles le sont vraiment? Est-ce que vraiment tu es en train de dire que les décisions que tu prends, objectivement, c'est les meilleures décisions? Parce que tu es déterminé par rien, ne serait-ce que la raison, et pas ta raison, mais la raison pure. Après, il est bien éclairé. Moi, même, je trouve qu'il est trop éclairé. Ça fait un peu mal aux yeux comment il est éclairé. On est d'accord, la lumière, elle tape, hein. Le mérite n'existe pas. Parce qu'il va dire que le mérite existe. Attends, non, ça a l'air d'être du génie, là, je veux ça. Ça, il faut absolument que je vous parle de mon livre. La philosophie, c'est pour vous aussi. Oui, bon, là, il fait de la pub pour son livre. Ok, c'est toute la partie, là, sur son livre. Vous êtes libre d'acheter ce livre. Est-ce que les gens qui ont acheté ce livre, après la promo du précepteur sur ce livre, ont vraiment été libres d'acheter ce livre, ou ils n'ont pas été déterminés par le précepteur pour acheter ce livre? Vous avez 10 minutes. Donc je disais, troisième grande phrase toute faite, le mérite n'existe pas. Attends, s'il te plaît, parce que quand on dit que le mérite n'existe pas, c'est ça le problème de cette vidéo. Il prend les phrases et il les sort de tout le contexte socio-économique dans lequel elles s'inscrivent. Ce sont des phrases profondément politiques qu'on lance pas comme ça au hasard. On n'aurait pas sorti cette phrase au Xe siècle. Non, si elle vient là à un moment donné, s'il y a une certaine catégorie de la population, notamment militante, qui affirme que le mérite n'existe pas, c'est pour s'opposer à une autre idée libérale qui fait croire qu'en fait, on est tous libres, il faut chacun travailler et que ceux qui gagnent, en fait, c'est ceux qui méritent. Voilà. C'est parce qu'il y a une idéologie en ce moment, l'idéologie dominante veut nous faire croire que les bourgeois sont bourgeois parce qu'ils l'ont mérité. Et en fait, ceux qui gagnent de l'argent, ils le méritent. Ceux qui ne gagnent pas d'argent, ils ne méritent pas de gagner de l'argent. Je veux dire, c'est une phrase, il faut la resituer dans le contexte pour la comprendre. C'est pas juste le mérite n'existe pas comme ça, dans l'absolu. Bien sûr que nous, on pense que le mérite existe. Mais qu'est-ce que ça veut dire le mérite existe? Quand un libéral veut défendre la bourgeoisie en mode il le mérite, bah non, on n'est pas d'accord. Après, je pense que quelqu'un qui a travaillé pour que ce truc marche, il a mérité que ça marche, quoi. Mais tu l'inscris dans un contexte. Attendez, parce que j'ai peur qu'il nous montre ça dans le monde de l'abstraction, coupé de toute la situation actuelle et tout. Non, mais Attendez, peut-être que je m'énerve pour rien. Hein. Il n'y a pas de mérite à se lever tous les matins pour faire un métier difficile et mal payé. Alors, les gens qui vont te dire que le mérite n'existe pas pensent tout de même que les travailleurs méritent de se lever tous les matins. Je veux dire, c'est dingue. En fait, on dit que le mérite n'existe pas pour s'opposer à toute l'idéologie dominante qui nous fait croire que ceux qui gagnent, ceux qui sont bourgeois, ceux qui sont dominants, ceux qui font partie de l'élite, le méritent. Et donc, on pose la question de mais qu'est-ce que ça veut dire le mérite? Pourquoi ces personnes-là le méritent? Pourquoi, par exemple, pourquoi Elon Musk mérite, lui, d'être milliardaire et un caissier ne mérite pas? Pourquoi il y a des bourgeois, pourquoi il y a des rentiers qui, sans rien foutre, gagnent des millions et un caissier gagne le SMIC? Qu'est-ce qui fait que lui mériterait plus qu'un autre? C'est pas contradictoire, même on dit l'ouvrier mérite plus. Oui, on dit l'ouvrier mérite plus parce que c'est lui qui produit les richesses. On dit que le mérite n'existe pas, profondément, ça veut dire le mérite tel que le conçoivent les bourgeois, avec l'idée qu'il est devenu riche parce qu'il l'a mérité, ça n'existe pas, c'est faux. Ce que gagnent les bourgeois, ils l'ont gagné sur le travail des autres. Et aussi,
de montrer que, bah, en fait, on ne part pas tous au même niveau. Par exemple, le mérite scolaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a été fort à l'école, il le mérite. Oui, mais est-ce qu'il le mérite vraiment? Je veux dire, est-ce qu'il le mérite plus qu'un autre? Est-ce qu'un enfant bourgeois a plus de mérite qu'un enfant ouvrier de réussir à l'école? Bah, d'un point de vue individuel, est-ce qu'il n'a pas bénéficié, par exemple, du capital culturel de sa famille, d'aller dans une école plus prestigieuse, qui a plus de moyens, qui a plus de temps pour lui apprendre des choses, qui a eu des parents qui ont pu, je ne sais pas, payer pour qu'il ait des cours supplémentaires. Et bah, l'enfant d'ouvrier, bah, il n'a rien eu. Il a été dans un collège du 93 totalement délabré, où le prof, il a été pas remplacé pendant des semaines. Donc, il a été en retard. Il est rentré chez lui, il y a eu des problèmes. Sa mère est pas là pour l'aider parce qu'elle doit travailler. Qui mérite le plus là-dedans? Voilà, la morale bourgeoise va dire que l'élève bourgeois, il a eu son doctorat de médecin, il mérite. Le prolo, bah, il avait qu'à mieux travailler à l'école. S'il n'a pas réussi à l'école, c'est qu'il ne méritait pas. Voilà, c'est ça le débat qu'on met derrière la phrase « le mérite n'existe pas ». On n'interroge pas le mérite dans son sens abstrait, on interroge le mérite tel qu'il est donné par le sens bourgeois. C'est tout, je veux dire, bah, bien sûr que vraiment, il y a du mérite à se lever le matin à 6 heures du mat pour aller se casser le dos dans un chantier pour gagner le SMIC, bien sûr. Mais lui, il ne mérite pas le SMIC même. Il mérite plus que le SMIC. Il nous prend vraiment pour des débiles. Hein. Si vous pensez qu'il n'y a pas de mérite à se sacrifier pour donner une bonne éducation à ses enfants, qu'il n'y a pas de mérite à se révolter contre la dictature quand on vit soi-même dans une dictature. Mais qui dit ça? Qui dit ça? Qui? Parmi les gens qui utilisent la phrase « le mérite n'existe pas » pour contrecarrer l'idéologie dominante bourgeoise sur le mérite, est-ce qu'il y a des gens là-dedans qui disent qu'il n'y a pas de mérite à s'opposer à un génocide, qu'il n'y a pas de mérite à se casser le dos pour assurer une bonne vie à ses enfants, à son environnement, à sa famille? Qui dit ça? Qui? Je ne comprends pas. Dans quel monde ça existe là? C'est totalement débile. À lutter contre le racisme quand on subit le racisme. Et puis même là, dans l'idée de lutter contre le racisme quand tu subis le racisme, c'est même pas une question de mérite. Même moi, je veux dire, je lutte contre le racisme, pas au nom du mérite, mais même au nom de mes intérêts. Parce que le racisme fait que je suis discriminé, fait que j'ai moins de chances pour accéder à l'emploi, j'ai moins de possibilités pour avoir un logement, je peux me faire agresser par la police. Là, c'est même pas une question de mérite, c'est une question aussi d'intérêt. Pour certains même de survie. Dans le truc du génocide, les Palestiniens, ils n'ont pas du mérite. Bien sûr qu'ils ont du mérite, mais dire, c'est pas une question de mérite vraiment, c'est une question d'intérêt, de survie. C'est pour notre dignité, c'est même plus une question de « oh, il mérite quand même, il s'est battu contre un génocide, il mérite ». Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous ne voyez pas qu'il y a du mérite à faire ce que les autres ne font pas, parce que c'est pénible, parce que c'est courageux. Oh là là, mais en plus, si on prenait ta forme de réflexion, de sortir des phrases de leur contexte, dans quel cadre elles s'inscrivent et à quoi elles s'opposent, croire qu'il y a du mérite simplement à faire ce que les autres ne font pas, je veux dire, ok, il y a très peu de gens qui font des massacres de masse, donc les gens qui font des massacres de masse ont du mérite parce que les gens ne le font pas, tu vois. Si on utilise ta méthode de sortir une phrase de son contexte et de montrer la débilité, si tu vas dans les interprétations les plus absurdes de cette phrase, tu vois à quel niveau de malhonnêteté on va. Avoir du mérite, c'est faire des choses que les autres ne font pas. Oui, bon. On peut aller loin avec ça, hein. Parce que c'est risqué. Si vous ne voyez pas que le mérite, c'est le contraire du privilège, c'est le contraire de l'héritage. Oui, sauf que les gens qui ont des privilèges et tout disent qu'ils l'ont mérité. Même la bourgeoisie va défendre l'héritage au nom du mérite. La bourgeoisie, par exemple, un bourgeois va dire « j'ai le droit de léguer ça à mon fils parce que je l'ai mérité. Je me suis battu pour qu'il ait… » Enfin, battu. On s'est compris quoi. Mais en gros, j'ai accumulé des richesses, je vais les mériter ces richesses et le mérite fait que j'ai le droit de donner ces richesses à mon enfant. Mais ceux qui critiquent la méritocratie, parce qu'en fait c'est ça, les gens disent le mérite n'existe pas, ils critiquent la méritocratie et cette méritocratie, c'est l'idée que les élites méritent d'être les élites. Les bourgeois ont mérité d'être bourgeois, les riches ont mérité d'être riches et les pauvres, si vous êtes pauvres, c'est juste parce que vous n'avez pas assez bien travaillé, vous n'êtes pas assez bien battu. Et donc même ceux qui sont le plus d'accord avec l'idée de contredire, d'attaquer l'idée d'héritage, c'est-à-dire que quelqu'un donne, un enfant, il naît avec les millions de ses parents, et ben c'est ceux qui sont contre l'idée du mérite. Donc là, vraiment, on inverse les choses. C'est assez ahurissant. Si vous ne voyez pas qu'il y a plus de mérite à être routier que rentier, libre à vous de le penser. Mais ceux
ceux qui disent la phrase le mérite n'existe pas, c'est ceux qui sont davantage du côté du travailleur que du côté du rentier. C'est une dinguerie d'attaquer les gens qui disent cette phrase avec les arguments qu'ils donnent. C'est ceux qui s'opposent à la méritocratie qui disent qu'un travailleur a plus de mérite qu'un rentier. C'est une folie de se faire attaquer sur des choses qu'on dit. On se fait attaquer avec les arguments qu'on donne. Ah, t'es contre le mérite ? Le travailleur, il n'a pas du mérite ? Bah si, frère. Je pense que là, t'as manqué des épisodes, en fait. Les grandes phrases toutes faites, c'est le refus des évidences simples. Les grandes phrases toutes faites, c'est l'abstraction qui se fait passer pour de l'intelligence. T'es totalement dans l'abstraction, frère. C'est un CSC, cette vidéo. Tu isoles des phrases de la situation dans laquelle elles s'inscrivent. Ces phrases ne sortent pas de n'importe où. Des gens, et notamment des militants de gauche, le disent dans un certain contexte. Et t'entends dire des logiques totalement abstraites et les pires interprétations de ces phrases. Il est en train de faire des grandes phrases toutes faites pour dire qu'il ne faut pas faire de grandes phrases toutes faites. Oui, exactement. Et je suis abasourdi par la vidéo, quoi. De qui tu te moques ? On passe maintenant à la 4e grande phrase toute faite, tout est politique. Moi, je n'aime pas cette phrase, tout est politique, mais en fait, il faut aussi resituer le contexte de cette phrase. La phrase de tout est politique, ça a notamment émergé avec les luttes féministes et les luttes LGBT, avec l'idée de dire que mais même le privé est politique, même ce qui n'est pas vu comme de la grande politique, notamment le travail domestique, le fait de donner à manger aux enfants, le fait de les nourrir, le fait de... ça aussi, c'est politique. Mais le problème, c'est que maintenant, on dit que tout est politique sans voir que, ok, mais il faut rendre ça politique. Tout n'est pas politique de soi-même. Il faut le mettre sur la scène politique. Et c'est ce que fait les féministes marxistes en disant, mais attendez, le fait que la femme soit au foyer et qu'elle doit s'occuper du mari, c'est une question politique que nous, on va mettre sur la scène politique. Avec l'idée que ça a un usage politique dans le sens où c'est utile au capitalisme parce que ces femmes-là entretiennent l'outil principal du capitalisme qui est le travailleur. Et on va se battre politiquement, c'est-à-dire sur le champ politique avec des revendications politiques, en faire une question politique, c'est-à-dire une question sur laquelle la société s'interroge pour donner aussi des objectifs, pour aussi déboucher sur d'autres solutions, sur d'autres manières d'organiser et tout. Mais simplement dire que tout est politique, et c'est-à-dire sans aller plus loin, effectivement, cette phrase m'énerve. Parce qu'on mélange un peu tous les social et le social et le politique. Moi, pour que tout peut être politisable, tout peut être politique. Par contre, tout n'est pas politique de soi. Il faut agir pour que ça devienne vraiment un sujet politique. Est-ce que vraiment vous comprenez pour moi ce qui est la distinction ? Tout est politisable, mais tant qu'il n'y a pas des individus qui s'organisent sur un sujet précis pour le politiser, ça ne devient pas politique. Prenons le fait de faire pipi assis. Voilà. Le fait de faire pipi assis, tu peux le politiser. En soi-même, tu n'es pas un militant parce que tu fais pipi assis. Par contre, tu peux agir politiquement pour poser la question de est-ce que tous les individus ne devraient pas faire pipi assis parce que, en fait, si tu fais pipi debout, tu dégueulasses, tu fais des microbes, tu fais des maladies et en plus, il y a des travailleurs qui viennent nettoyer à ta place ou des travailleurs ou même la gente féminine parce que c'est elle qui est reléguée à ce travail-là. Tu vois comment tu peux le politiser ? Mais il y a donc une action à faire. Tout n'est pas politique magiquement. Il faut agir pour que ça devienne politique. Si dire que tout est politique, c'est dire que la politique a une influence sur tout, sur nos modes de vie, sur nos mentalités, sur notre manière de consommer, sur notre rapport aux autres, oui, évidemment. Sur notre manière de s'aimer, même sur notre vie privée. Je veux dire, c'est ça qu'elles ont montré aussi, les féministes, c'est que même le truc le plus intime, les relations intimes en privé et tout, sont liées aussi à l'organisation socio-économique et donc c'est aussi des choix politiques pour les changer. Et là, allez lire l'excellent livre qu'a fait Mathieu Renaud et Olga Pronikova sur Kollontai, où elle montre toutes les questions même des relations amoureuses entre les camarades, entre les gens et tout. Ça, c'est des sujets politiques. Mais il faut les politiser. Il faut les rendre politiques. Parce que moi, en fait, le problème de tout est politique, le vrai problème que j'ai avec ça, c'est qu'on a tendance chez les gens à gauche, à partir de cette phrase, de faire croire que, en fait, après ton comportement individuel, il est politique en lui-même. Et que tu es un militant juste dans ta manière de vivre, que tu n'aurais même plus besoin d'agir dans une organisation et tout. Ce qui serait important, ce serait, toi, ton changement individuel. OK ? C'est ça le militantisme. C'est presque le truc colibri de « si tout le monde changeait ses habitudes, ça y est, ça changerait tout. Et donc, je vais commencer par moi-même. Et plutôt que de faire pipi assis, pipi debout, je vais faire pipi assis. Ça y est, je suis un militant. »
Non, c'est pas militant. Tu as une meilleure éthique, il n'y a pas de souci. Tu as une meilleure éthique, mais c'est pas ça le militantisme. Ou par exemple, je suis écolo, donc en fait, je vais aller dans le Larzac tout seul dans mon coin et comme ça, je vais plus polluer. Ça y est, je suis un militant. Ben, moi, je suis désolé. Effectivement, tu pollues moins, mais pour moi, tu n'es pas un militant politique. Un militant politique, il sait que ça ne suffira pas d'aller seul dans son coin, plus consommer d'électricité. Il se dit qu'il faut agir politiquement pour changer les structures même de la société et faire en sorte qu'on ait une organisation sociale plus écologique. Mais aller tout seul dans ton coin et vivre sans électricité, bah super. Allez. Non, mais après, bon courage. Mais tu n'es pas, pour moi, un militant. Je suis désolé. Le vrai militant, il crée une secte dans le Larzac. Non, mais le vrai militant, pour moi, il veut politiser au niveau au niveau général une question. Il ne se contente pas d'un changement individuel. Et ça ne veut pas dire que le changement individuel n'importe pas. Toi, c'est l'exemple que je prends toujours sur l'écologie. Éteindre une pièce quand vous sortez de la pièce, ça ne va pas révolutionner le monde. Ça ne fait pas de vous un militant, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Effectivement, quand vous sortez d'une pièce, préférez éteindre la lumière, quoi. Mais il faut aller au-delà de ça. Un militant, ça va au-delà de ça, il va poser des questions générales. Si ça veut dire que tout ce qui n'est pas directement politique doit être jugé et analysé sous l'angle politique, alors là, on n'est plus dans la lucidité, on n'est plus dans l'intelligence critique, on est dans l'obsession. Pardon? Oui, il est en train de dire les woke, il est en train de dire hey, les woke, quand pour vous l'hétérosexualité c'est politique, c'est n'importe quoi. Genre, c'est juste deux personnes qui s'aiment en fait, il n'y a rien de politique là-dedans. Après, en fait, il faut savoir mesurer. Effectivement, si tu es en train d'harceler chaque couple homosexuel en mode hey, tu sais que là, il y a une domination et tout, et puis c'est devenir lesbienne ou devenir homosexuel ou que sais-je, l'hétérosexualité. Ok, si tu emmerdes chaque couple hétérosexuel, ok, il n'y a pas de souci, tu es un forceur. Si tu casses les couilles H24. Par contre, avoir une réflexion sur le fait que même les relations amoureuses, c'est des sujets politiques qui sont politisables et qu'on peut discuter parce que c'est lié aussi aux structures économiques, ben là, c'est pas un problème, au contraire, c'est très bien. Hein. On est dans ce que j'appelle la politomanie. Il a inventé un concept, la politomanie. C'est l'art de contaminer tout discours, toute situation et même tout geste du quotidien de considérations politiques qui n'ont rien à y faire. Non mais attends, je sais pas, reprenons le geste de éteindre la lumière quand tu sors d'une pièce. Tu dis à quelqu'un, frère, tu te rends compte quand même, il faut faire attention, économise l'électricité, voilà, éteins la lumière quand tu sors de la pièce parce que c'est mieux pour la planète. C'est bon, je veux dire, c'est quoi la politomanie? Je comprends pas. Pour moi, c'est pas un geste militant, mais c'est pas non plus, c'est pas un problème quoi. Je comprends pas ça serait quoi l'abus, la politomanie pour lui. Par contre, quelqu'un qui vient de te casser les couilles, je sais pas, parce que tu as joué à tel jeu vidéo, tu vois, qui est insupportable sur sa manière de faire, ok. Après, c'est toujours intéressant d'avoir une ou deux remarques, de dire ah quand même ce jeu-là il promeut ça, mais il joue. Je sais qu'on peut y jouer sans valider cette idée-là, mais c'est quand même intéressant de voir que je sais pas, c'est l'armée américaine qui a promu ce jeu-là. Voilà. En fait, pour moi c'est une question de dosage, mais dire tout est un sujet qui peut être politisé. Tout est une question simplement de dosage de cette et aussi de manière de le faire, de ton de le faire. Si tu es dans la culpabilisation, je suis d'accord que c'est casse-couille, quoi. L'Ubergate, oui. Bah oui, l'Ubergate, ouais. On regarde un film et on va se dire, ça, c'est un film de droite, sans aller plus loin, sans chercher à vivre l'émotion. Mais on peut faire les deux. Hein. Moi, je suis le défenseur de l'idée on peut dire que ce film est de droite, parce que effectivement, les films ne sont pas neutres. Ils ont des orientations idéologiques, même s'ils ne le savent pas, même si c'est inconscient. Ils ont des orientations idéologiques et tu peux quand même être emporté. Il y a quand même des films de droite qui peuvent te plaire. Il y a des artistes de droite qui peuvent me plaire. Il y a des livres de droite qui peuvent me plaire. Enfin, des romans, hein, des livres de droite, des essais de droite, non. Et même, ça fait partie aussi, moi je trouve même ça intéressant pour vraiment comprendre le film. Qu'est-ce qu'il a voulu nous dire? Qu'est-ce qu'a voulu nous dire le réalisateur? Pourquoi cette scène? Qu'est-ce que ça veut dire là-dedans? Je veux dire, pour moi, c'est pas un problème. Moi, ça devient un problème quand tu considères qu'un film de droite est forcément mauvais. Moi, je suis d'accord que ça, c'est débile. Un film de droite, quand bien même il est de droite, il peut être bon. Il peut être cinématographiquement bon. Un roman peut être de droite et être bon. Hein. Mais ça, j'ai l'impression que de plus en plus de gens à gauche sont prêts à admettre qu'un artiste de droite peut être un bon artiste. Si vous êtes de gauche et que vous n'avez jamais été touché par une œuvre réalisée par un homme de droite, et inversement, si vous êtes de droite et que vous n'avez jamais été ému par une œuvre réalisée par un artiste de gauche, eh ben vous êtes dans la politomanie.
En plus, c'est même pas vraiment ce que disent les gens. Par exemple, je vais penser à celle qui a écrit Le génie lesbien, là, comment elle s'appelle, que je trouve pas ouf, mais Alice Coffin. Alice Coffin, quand elle dit qu'elle va lire que des femmes ou que des lesbiennes, elle a jamais dit que les auteurs de droite ou les artistes de droite ou les hommes sont nuls. Ou qu'elle a jamais été emportée par une œuvre d'art fait par un homme. Elle dit juste que l'art est dominé par les hommes et c'est un geste politique de se dire, eh ben, écoutez, pour renverser un peu la vapeur, pour mettre de la lumière sur des artistes qui sont minorés, non en raison d'un manque de talent, mais en raison de leur genre ou de leur orientation sexuelle ou de leur classe sociale, eh ben, je fais le choix politique d'axer davantage sur ces artistes. Ça ne veut pas dire que les artistes hommes ou les artistes de droite ou les artistes bourgeois sont fondamentalement mauvais, mais que les structures économiques, même dans l'art, vont favoriser ces personnes-là. Eh ben, je préfère avoir un geste militant pour favoriser d'autres personnes qui, elles aussi, peuvent présenter d'autres manières de concevoir l'art, d'autres manières de concevoir leur médium. Voilà, c'est tout. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont jamais été emportées par un artiste de droite. Des intentions militantes à des gens qui ne parlent pas de politique, sous couvert de l'idée qu'à chaque fois qu'on prend la parole, on milite. Oui, mais lui, il croit qu'il faut parler de politique pour vraiment que ce soit orienté politiquement. Non, toute œuvre d'art, même si elle n'est pas explicitement politique, a quand même une orientation politique, quoi. Si elle n'est pas une orientation politique, si tu veux, elle est quand même le signe d'une certaine classe sociale, d'une certaine position sociale et d'une certaine manière de concevoir le monde, d'une certaine orientation qu'ils veulent donner au monde. C'est quoi une œuvre qui serait dénuée de tout ça? Je ne sais pas ce que ce serait. Je ne sais pas ce que c'est. Mais alors du coup, il va falloir m'expliquer quelque chose. Parce que si tout est politique, et si à chaque fois qu'on prend la parole, on milite, bah à quoi ça sert de militer? Moi, ça, je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord. Si tu pousses au maximum cette logique, ça fait que si tout est politique, j'ai pas besoin d'aller militer. Ce que je suis en train de faire est déjà du militantisme et déjà de la politique. Si je fais pipi assis ou j'éteins la lumière quand je sors de la pièce, je fais déjà de la politique, pas besoin d'aller militer. Je suis d'accord que si tu pousses à bout le raisonnement, ça amène à ce genre d'absurdité. Après, le problème, c'est que les gens qui disent que tout est politique, ce sont généralement aussi, dans 90% des cas, des gens qui militent aussi, si ce n'est dans des organisations, dans des collectifs ou qui font du contenu politique, quoi. Voilà. J'insiste, s'il n'y a pas besoin d'être militant pour militer, autrement dit, si tout le monde est déjà militant sans même le vouloir, quel intérêt y a-t-il à se définir comme militant? Quel intérêt y a-t-il à passer ses journées à parler politique, à débattre politique, à penser politique, si tout est déjà politique? Ça, et là, on revient à ce que j'ai dit il y a quelques minutes plus tôt. Pour moi, tout n'est pas politique, mais tout est politisable. Tout peut être rendu politique. Il faut l'action humaine pour que ce soit un sujet politique. Et c'est pour ça il faut distinguer politique et social. Le fait que que les hommes fassent pipi debout et les femmes fassent pipi assis, c'est des phénomènes sociaux. C'est-à-dire que c'est pas naturel. Il y a une construction sociale qui a amené à ça. Maintenant, pour que ce soit un sujet politique, il faut une action humaine qui amène ça sur le champ public et qui dit que ça, c'est un problème parce que ça, et voilà ce qu'il faudrait faire pour le changer. Là, ça devient un sujet politique. Ça l'arrange bien. Oui, non, mais lui, c'est un truc de... Oui, je suis d'accord que lui, il n'a pas du tout la même perspective que moi. Je veux dire, lui, il essaye de montrer que vous êtes des débiles, en fait, tout n'est pas politique, en fait. Hein. Lui, c'est ça qu'il veut dire, c'est tout. Et c'est bon, il y a des sujets, ça va, arrêtez de casser les couilles, c'est pas politique, arrêtez. Tout est politique, c'est une grande phrase toute faite de gens qui, certes, ont compris que la politique ne se limite pas aux programmes et aux urnes, mais qui ont fait de leur compréhension une obsession. Oui, bon, là, c'est vraiment... Ouais, là, les gauchistes, c'est des woke obsédés qui veulent tout remettre en question. Non, mais il faut se calmer un petit peu, en fait. C'est vraiment le sous-entendu qu'il est en train de nous faire, là. Non, arrête. Essayez de passer du temps avec vos enfants ou avec vos proches sans penser à la politique. Oui, mais là, c'est parce que tu résumes encore à la question de la politique politicienne. Il y a ça un problème, c'est que tu peux plus évacuer le fait d'analyser politiquement la vie de tous les jours. Quand tu as eu une éducation politique, quand tu es allé lire des livres qui t'ont montré que ce que tu es en train de faire, les relations que tu as avec les autres, le travail ménager, les relations même avec les enfants, les échanges entre des hommes et des femmes, la prise de parole, quand tu vois que tout ça n'est pas naturel, mais est lié aux conditions sociales, est lié à un certain contexte socio-économique et qu'il y a des structures qui font que ça reste comme ça, bah, tu es obligé d'analyser ça politiquement et de dire
putain, mais ça pourrait être différent. Ce qu'on est en train de faire là, ça pourrait être différent et que tu as envie de le politiser. Moi, je me rappelle, juste le fait de manger de la viande. Juste, bah voilà, vous savez que c'est pas naturel ce qu'on est en train de faire là, de manger de la viande tous les jours. On pourrait se poser des questions. Bah là, tu es en train de politiser le truc. Tu es en train t'es en train de faire même un travail militant presque, de dire aux gens, bah, vous savez, là, c'est pas naturel. Hein. Il faut se questionner aussi. Comment ça se fait qu'on fait ça? Et quels sont les impacts de ça sur la planète, sur l'espèce animale, sur notre santé À partir du moment où tu vois les injustices et que tu te dis en plus ces injustices ne sont pas naturelles, dans le sens où elles ont une apparition à un moment donné et donc elles peuvent disparaître, bah, c'est sain, c'est quand même sain d'essayer de sensibiliser les gens à ces questions-là. Après, comme tout le temps, c'est aussi une question de dosage. Essayez de ne pas trop emmerder les gens, mais aussi préservez-vous. C'est ce que j'arrête pas de dire, notamment dans les repas familiaux et tout. Préservez-vous parce que sinon vous allez être épuisé. Vous ne pouvez pas tout le temps être dans le militantisme à essayer de changer les gens, les idées des gens sur la politique. Et parfois, il faut se dire, bon, c'est pas grave, cette soirée-là, je vais pas me prendre la tête, je vais pas faire de remarques. Je vais essayer de passer une soirée plutôt agréable avec mon tonton un peu réactionnaire, avec ma tata normie, avec mes cousins de droite. Et on peut passer des bons moments comme ça en mode, allez, aujourd'hui, je fais abstraction de toute cette actualité et tout, et je n'essaye pas de politiser la discussion. Je me laisse aller. Pour sa santé mentale, c'est bien parfois de relâcher la pression, de laisser aller, quoi. Ça, c'est difficile à faire en début de politisation, mais à force, on s'habitue. Mais c'est normal, les gens, c'est normal. Moi, j'étais pareil. Quand tu découvres, veux dire, moi, la découverte de Bourdieu, la découverte de ah, mais en fait, mes goûts sont déterminés, j'aime ça parce que je suis ça, mais en fait, j'arrête pas de m'imaginer que je suis classe moyenne, mais en fait, je suis un prolétaire parce que on m'a trop donné l'idée que moyennisation de la société, quand j'ai découvert ci, ça. Mais c'est normal que tu as envie d'en parler, tu es emporté par le truc. Je trouve ça sain que quand tu découvres quelque chose, tu es emporté par ça, ça te fait des changements dans la tête, ça te fait des changements dans ton rapport au monde. Moi, ça a renversé vraiment pas mal de choses. C'est normal que tu as envie d'en parler. Je veux dire, je suis pas non plus dans le truc de la culpabilité. C'est sain, c'est normal. Dire ça part d'un bon sentiment. Et j'en arrive maintenant à la 5e grande phrase toute faite. Tout ce qu'on fait, on le fait par égoïsme. Moi, j'ai plutôt l'impression que ça, c'est une phrase de, je sais pas, je dirais plus libéraux, mais après, moi, je pense qu'on agit par intérêt, même quand on est. Mais d'ailleurs, je crois que c'est Kropotkin dans La morale anarchiste. Corrigez-moi si je me trompe, mais dans La morale anarchiste, il en parle un peu de ça. Et il dit que mais même quand on est empathique, même quand on est solidaire, c'est aussi, mais pas seulement, mais aussi par intérêt personnel. Par exemple, prenons le cas d'un SDF que je vois dans la rue. Je lui donne une pièce. Et il y a des gens qui me disent ah ouais, t'es sympa, t'es solidaire, tu fais ça pour lui. Mais non, mais les gens, quand on est franc, c'est aussi pour nous. Parce que si on ne donne pas une pièce, parfois on se sent, et même souvent on se sent coupable. On se sent pas bien. On est en mode putain, fais chier, il y a quelqu'un qui est là et tout. Et il y a aussi un moyen de soulager sa conscience de donner une pièce. Donc c'est jamais simplement par esprit d'empathie, par solidarité, c'est jamais totalement désintéressé. Il y a aussi l'idée de ah, je me sens un peu. Mais c'est pas pour rien que quand il y a un SDF dans le métro et qui demande de l'argent, ce que font beaucoup de gens, c'est ne pas le regarder parce que ah, j'ai pas envie de lui dire que j'ai pas d'argent, j'ai pas envie de dire non, j'ai pas envie d'affronter son regard, j'ai pas envie de me sentir coupable. Ouais, il y a toujours un intérêt personnel, mais c'est pas une mauvaise chose. Et même tant mieux. Il faudrait qu'on éduque les gens de manière à ce qu'ils se sentent coupables s'ils ne sont pas solidaires. Je trouve que c'est un bon sentiment d'être dérangé, d'être mal à l'aise si tu vois quelqu'un dans la rue et que tu n'as pas pu totalement l'aider, tu n'as pas pu totalement faire quelque chose. Il faut qu'on préserve ça parce que c'est aussi ce qui nous donne l'envie d'avoir envie, mais aussi de changer les choses, d'être dans une société plus égalitaire, plus solidaire. Voilà, mais il ne faut pas se leurrer aussi. On le fait aussi par intérêt personnel parce qu'on se sent mieux, on se sent un peu moins coupable d'avoir donné une petite pièce. Et parfois même, on se sent fier, on se sent bon. Voilà, mais l'intérêt personnel ne fait pas tout non plus. Alors celle-là, c'est sans doute la phrase que j'ai le plus entendue depuis que je fais de la philosophie. Tout ce qu'on fait, on le fait par égoïsme. Tu peux te sentir coupable et pas être solidaire en vrai. Oui, tu peux vivre avec ta culpabilité. Et tu peux vivre avec ta culpabilité en n'étant pas solidaire, mais petit à petit, tu vas avoir en tête des idées qui vont légitimer ça. Tu veux dire, pour pouvoir vivre ce sentiment de culpabilité ou que ce sentiment de culpabilité ne te rende pas la vie impossible, si tu ne veux pas être solidaire, tu vas développer d'autres idées. Tu vas développer d'autres manières de penser
qui vont justifier le fait que tu sois pas solidaire. Et notamment toute la théorie libérale de droite de l'homme est un loup pour l'homme, c'est chacun pour sa peau, c'est les meilleurs qui s'en sortent. Et effectivement, ça me rend triste, mais c'est comme ça, frère. Tu peux pas faire autrement, c'est la vie, frère. Donc tu es obligé de développer des pensées qui vont permettre de vivre avec ta culpabilité, ou en tout cas de l'adoucir, de dire bon bah ouais, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Ou donner une pièce à un mendiant, c'est par égoïsme, parce que c'est pour vous donner bonne conscience. Vous rendez service à quelqu'un, c'est par égoïsme, c'est parce que vous espérez qu'il vous rende service en retour. Vous vous sacrifiez pour votre enfant, Je veux dire, si on le fait par égoïsme, on n'utilise pas le mot sacrifice. Il y a personne qui se dit que je me sacrifie pour mon enfant par égoïsme, parce que de fait, ce n'est plus un sacrifice. c'est parce que c'est votre enfant. Et de toute façon, si vous ne vous occupiez pas de votre enfant, vous culpabiliseriez. Donc si vous vous en occupez, c'est pour ne pas culpabiliser. Donc c'est par égoïsme. Mais moi, c'est pas seulement par égoïsme, il y a toujours un intérêt personnel. Si tu fais quelque chose, c'est que ça représente un intérêt, ne serait-ce que pour ta conscience de le faire. Sinon, tu ne le ferais pas. Et c'est OK. Et c'est OK. Mais sauf que là encore, le problème quand on veut absolutiser ce genre d'idée, c'est que dans la pratique, ça marche pas. Donc encore une fois, on a affaire à une demi-vérité. Tout le monde agit par égoïsme. Ok. Donc ça veut dire que le criminel qui tue quelqu'un pour le simple plaisir de tuer et celui qui va au contraire se sacrifier pour sauver la victime sont tout autant égoïstes. Mais non, c'est deux affirmations différentes de dire tu agis aussi selon tes intérêts personnels et un meurtrier et quelqu'un qui est solidaire sont tout autant égoïstes. C'est pas du tout les mêmes affirmations. Et c'est ce que je disais. C'est bien que il faudrait éduquer, il faudrait faire en sorte de socialiser les gens dans le sens où leurs intérêts personnels, leurs égoïsmes, tu peux l'appeler comme tu veux, égoïsme, moi je préfère parler d'intérêts personnels, les poussent à être solidaires. Mais c'est deux intérêts personnels qui sont totalement différents. Personne ne va dire, ah ben c'est pareil. Être égoïste dans le sens, ah je me sens mieux quand j'ai aidé quelqu'un. Être égoïste dans le sens, ah je me sens bien quand j'ai tué quelqu'un. Bah, c'est deux égoïsmes totalement différents. Lui, il fait croire que c'est égoïsme, donc c'est pareil. T'as mis ça sous le terme égoïste, donc c'est pareil. Jésus et Judas, égoïstes. Elliot Ness et Al Capone, égoïstes. Sangoku et Freezer. Il est dans la caricature des idées, quoi. Ah, donc si on est tous égoïstes, en fait, on est tous pareils. Non, il y a différentes formes d'égoïsme. Il y a différentes formes d'intérêt personnel. Donc encore une fois, on est confronté à ce problème de toutes les grandes phrases toutes faites, l'absolutisation. L'absolutisation qui rend impossible toute compréhension de la réalité. Mais pour moi, c'est pour ça que je préfère le terme d'intérêt personnel, parce qu'il y a différentes formes d'intérêt personnel. Je veux dire, prenons un ouvrier et... prenons la lutte des classes, et prenons un ouvrier et un patron. Un ouvrier agit certes aussi au nom de la classe ouvrière, agit dans le sens de la révolution pour l'égalité, mais s'il le fait, c'est qu'il a intérêt à le faire. Si les ouvriers sont tendanciellement plus dans l'opposition au patronat et à la solidarité ouvrière, c'est non pas parce que les ouvriers seraient fondamentalement des gens plus sympathiques et plus égalitaires que le patronat, c'est parce que ces intérêts vont dans ce sens-là. Et donc, le patronat et les ouvriers agissent chacun selon leurs intérêts. Et c'est OK. Mais leurs intérêts personnels ou leurs intérêts en tant que groupe ne sont pas du tout les mêmes. Il y a deux formes totales différentes d'égoïsme. Mais après, lui, il préfère le terme égoïsme. Moi, égoïsme, ça me plaît pas trop. Je préfère parler d'intérêt personnel ou d'intérêt de groupe. Ils sont antagonistes. On n'agit pas seulement parce qu'on serait pur et on ferait ça par pur désintérêt. Voilà, on serait totalement désintéressé. C'est forcément, quand on agit dans un sens, c'est qu'on a à minima un petit intérêt à agir dans ce sens-là. Il faut savoir que l'une des étymologies du mot intelligence, c'est interlegere en latin. Et interlegere, ça veut dire littéralement discerner, distinguer. On ne pense que dans la distinction, on ne pense que dans la différenciation. Dans l'absolutisation, on ne pense pas, on cesse de penser. Le problème, c'est qu'il parle de l'absolutisation, mais c'est lui qui a tendance à prendre ses phrases et à en avoir le sens le plus absolu et donc le plus absurde en le déconnectant, comme je le dis à chaque fois, du contexte dans lequel ces phrases apparaissent et ces phrases sont utilisées. Donc c'est lui qui est dans une forme d'absolutisation pour ensuite contredire ces phrases-là qui ne sont pas utilisées dans ce sens absolutiste. C'est ça le gros problème de toutes ces grandes phrases toutes faites, c'est que, au nom de l'intelligence, au nom de la lucidité et de la hauteur d'esprit, ces phrases mettent un terme à l'intelligence.
Oh là là. Non, mais non, non. J'ai essayé de prouver dans cette vidéo que non, ces phrases, au contraire, peuvent amener à des réflexions qui ouvrent des débats, qui ouvrent des recherches, qui ouvrent des analyses sur nos déterminismes, sur les structures de la société, sur le fonctionnement, sur qu'est-ce que ça veut dire être politique. Prenons la phrase toute simple, le mérite n'existe pas. Elle s'inscrit dans un contexte, c'est-à-dire dans le contexte de l'idéologie bourgeoise qui veulent nous faire croire que les riches sont riches parce qu'ils l'ont mérité. En disant le mérite n'existe pas, tu ouvres la porte à des réflexions sur qu'est-ce que c'est le mérite, qui mérite, est-ce que les gens qui aujourd'hui sont riches l'ont mérité, est-ce que les gens qui sont pauvres ont mérité d'être pauvres, et ça amène plein de réflexions, autant philosophiques que politiques, que économiques. Comment faire pour que les gens méritent vraiment, comment faire pour qu'il y ait une vraie méritocratie. Qu'est-ce que serait une vraie méritocratie? Donc non, au contraire, ces phrases doivent ouvrir la réflexion. Ces phrases, elles ne sont pas des fins en soi. Personne ne se limite à dire la liberté n'existe pas et puis marre. Genre sur un livre, ils écrivent la liberté n'existe pas et ils s'arrêtent. Non, il y a toujours des réflexions derrière. Donc c'est totalement le contraire de ce que tu dis. Ces phrases invitent à la réflexion, invitent à questionner ce qui nous paraît naturel, invitent à questionner l'idéologie ambiante et invitent à se dire, à questionner le fonctionnement dans lequel on est et à imaginer d'autres modes d'organisation, d'autres modes de société, d'autres modes de relations entre les autres. Et c'est OK. Et c'est OK. Comme tout est politique, c'est une accroche. Exactement. Pour moi, ce sont des phrases provocatrices qui invitent à la réflexion. Les grandes phrases toutes faites nous donnent l'impression d'avoir vu la matrice. Elles nous donnent l'impression d'avoir atteint une vérité ultime, une vérité indépassable et définitive, et alors on se repose sur cette prétendue vérité pour cesser de réfléchir et mépriser tous ceux qui la contredisent. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ceux qui disent que tout est politique ne se contentent pas de dire ça. Ils se contentent pas de dire tout est politique, ils s'arrêtent là. Ce qui est fascinant là-dedans, d'ailleurs, c'est que les gens qui vont dire que la méritocratie n'existe pas ou tout est politique, c'est des gens qui, en plus, agissent en tant que militants. Ils agissent, ils essayent d'allier la théorie à la pratique. Donc, c'est totalement contraire à ce qu'il dit. Donc, oui, moi, je trouve que pour moi, il a tout faux là-dedans. Voilà. Ce serait intéressant de voir vos remarques et tout, mais je trouve qu'il a tout faux. Il n'y a aucun mal à avoir des convictions, mais il y a un problème à avoir des certitudes. Les grandes phrases toutes faites nous emprisonnent dans le confort capitonné de nos certitudes, et en cela, elles sont l'ennemi de la pensée. Moi, c'est ouais, mais là où je trouve ça grave, enfin là où je trouve que c'est complètement fou, c'est que justement ces phrases invitent à interroger l'ordre actuel qu'on pense inquestionnable, qu'on pense. Vous savez, c'est vraiment les libéraux qui vont nous dire il n'y a pas d'autre alternative, c'est comme ça et puis c'est tout. Au contraire, ces phrases invitent à questionner la société dans laquelle on évolue. Moi, je trouve ça fou qu'il ait pas vu ça, quoi. Que ce sont, comme on a dit dans le chat, des phrases d'accroche qui ne viennent pas toutes seules, qui répondent à certaines idéologies et qui ont pour but de questionner nos idées préconçues, qui ont pour but de questionner nos certitudes. Parce que, par exemple, la méritocratie n'existe pas. Il veut faire croire que c'est une phrase qui n'invite pas à la réflexion. Sauf que tu regardes dans l'ambiance générale, dans l'hégémonie actuelle, les gens pensent que la méritocratie existe. La pensée dominante actuelle, c'est de dire que si les riches sont riches, c'est parce qu'ils l'ont mérité. Et justement, cette phrase, la méritocratie n'existe pas, invite à repenser, à questionner ces phrases qu'on pense, ces idées qu'on pense vraies et absolues. Voilà, au contraire, ça invite à questionner nos idées préconçues imposées par l'idéologie dominante. Ok, le précepteur. J'ai été un petit peu déçu par cette vidéo, le précepteur. Moi, je trouve ça plus sympa, le précepteur, quand il fait une vulgarisation de certains philosophes, quand il fait une vulgarisation de certains courants de pensée, que quand il essaye d'avoir des propos politiques et tout. Ça, j'ai trouvé ça... voilà, j'ai trouvé la vidéo pas cool, pas ouf. Et pourtant, 1 + 1 = 11, exactement. N'hésitez pas à soutenir la chaîne. N'hésitez pas à faire des dons. Hein, YouTube, vous avez le lien Streamlabs en description sous la vidéo. N'hésitez pas, ça m'aide beaucoup pour continuer ce genre de contenu. Et on se dit à la prochaine, hein, si Dieu veut. Parce que la liberté n'existe pas, c'est Dieu qui décide de tout. Très, très bonne conclusion.